Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se pencher sur le prochain format puisque Aline sort aujourd'hui Alliance Insight, la dernière extension en date qui va apporter du support à des decks qui sont déjà existants, notamment Malice et Ryzeal, et qui va surtout être le format du championnat de France. Et à l'aube de ce nouveau format, on va essayer de se poser la question de savoir quelle est la place de certains decks, est-ce qu'ils sont bien placés dans la méta, est-ce qu'ils ont des gros problèmes contre les meilleurs decks, ou bien contre les free spots qui vont être joués contre ces derniers. C'est la question à laquelle on va tenter de répondre en faisant une petite tier list de début de format. Évidemment, vous le savez, les informations que je vais vous donner sont quand même à prendre avec des pincettes, puisque d'une part, on est à l'aube d'un nouveau format et donc il n'y a aucune certitude, et puis d'autre part, ça reste un avis qui est purement personnel, même si je vais utiliser de nombreux arguments afin de les étayer. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet et cette tier list, moi c'est Barcode, vous pouvez me retrouver régulièrement sur YouTube où je vous fais du contenu sur Yu-Gi-Oh, mais également sur Twitch ainsi que sur Discord au sein d'une communauté active de plus de 1500 joueurs, vous permettant d'échanger et de faire des tournois remote duel. Ceci étant dit, on est parti du coup pour la tier list. Alors vous le voyez, il y a de nombreux decks qui sont juste là, et pour une simple et bonne raison, j'avais le choix entre faire une tier list restrictive avec donc uniquement les meilleurs decks du format ou une tier list plus étendue avec de nombreux decks qui répondent potentiellement mieux à vos interrogations et à vos attentes. Et j'ai choisi cette deuxième option parce que sur le stream, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui me demandaient des avis sur leurs decks, même si c'était des decks qui parfois étaient pas du tout méta. Alors pour vous donner un petit peu plus de contexte sur la manière dont je vais classer tous ces decks là, vous le voyez juste ici, là il y a des catégories, 5 catégories pour être exact, et je vais me baser sur ces catégories pour placer les différents decks. Alors best deck, ça va être les meilleurs decks de la méta, ceux qui vont définir la méta et qui vont donc faire que tout le reste de la tier list va en découler, puisque les autres decks vont devoir s'adapter à ceux ou ces decks dans leur build, dans leur manière d'approcher les choses, et si leur engine ne permet pas de se battre correctement contre ces meilleurs decks, et bien dans ces cas-là, ils vont nécessairement descendre en tiers. Les méta contenders, quant à eux, ce sont des decks qui sont certes en dessous des meilleurs decks qui définissent la méta, mais qui ont tout de même de très gros points forts de par leur engine, leur possibilité d'intégrer certains free spots, ou bien les récents résultats qu'ils ont eus. Les outsiders sérieux sont des decks qui ont de très grosses forces, qui sont certes moins attendus que les méta contenders ou les meilleurs decks, mais qui ont une engine ou bien des forces qui leur permettent d'être tout de même de sérieux candidats à la victoire ou bien à un bon positionnement en top cut. Ceci étant dit, ils ont tout de même un ou plusieurs défauts qui les retiennent et qui les empêchent d'être dans les catégories qui sont juste au-dessus. En revanche, la catégorie du dessous, ça commence à être compliqué, la catégorie que j'ai décidé d'appeler beaucoup d'efforts pour top. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais principalement ça va être des decks qui ont de gros problèmes, que ce soit des briques par exemple, ou bien un problème de consistance qui va empêcher le deck de bien fonctionner, et ça va commencer à être dur d'arriver en top cut. Attention, les decks que je vais classer dans la catégorie beaucoup d'efforts pour top, ça veut en aucun cas dire que ce sont de mauvais decks, ça veut simplement dire que ces decks là demandent beaucoup plus d'efforts ou bien des conditions qui sont littéralement un alignement des étoiles pour pouvoir réellement prétendre à la victoire finale. Top, c'est possible, aller jusqu'au bout, ça semble hautement improbable. Et enfin, pour la dernière catégorie, Side Events Material, là ça devient vraiment très difficile de faire quelque chose. Alors encore une fois, ça veut pas forcément dire que ce sont des mauvais decks, mais ça veut dire que la conjoncture est assez mauvaise pour eux, que ce soit à cause des free spots qui sont joués dans la méta, qui sont vraiment assassins pour ces decks là, ou bien tout simplement parce que l'engine ne permet pas de faire assez, et donc dans ces cas là, c'est juste pas assez bon dans la méta, je vous conseille d'aller en side event avec. Alors petit disclaimer évidemment, si jamais votre deck se situe dans une catégorie et que vous le voyez plus haut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais encore une fois avec respect. Si je vous mets votre deck un petit peu plus bas que ce que vous attendez, ça veut pas dire que je vous agresse personnellement, donc chill, prenez-le détente. Bon, les disclaimers étant faits, on va donc du coup pouvoir commencer directement par la méta, et ce que je vais faire, ça va être directement mettre les meilleurs decks tout en haut pour que l'on puisse gérer la suite de la tier list par rapport à ces deux meilleurs decks, puisque bien évidemment ça va être des decks qui vont être méta definer, les autres decks vont devoir s'adapter à ces meilleurs decks là, et donc du coup les free spots vont également être adaptés, et donc les autres decks vont devoir être bons face aux meilleurs decks, mais également face aux free spots qui vont être joués dans la méta.
Et le premier deck que je vais commencer par mettre tout en haut, et ben vous vous en doutez, c'est bien évidemment Malice Ignister. Malice qui récupère du support avec Alliance Insight. Alors d'ores et déjà c'était un bon deck, c'était un très bon méta contender, mais là maintenant le deck il devient vraiment très fort. Alors il y a des cartes Ignister qui permettent d'extend et qui donc du coup rendent la step avec un Body Cyberse extrêmement dangereuse. Le deck il est toujours aussi puissant, il récupère en plus de ça une nouvelle Omni Negate avec le A-Code qui s'il arrive sur le terrain est extrêmement problématique puisque ça rend le field extrêmement difficile à passer, d'autant plus que même si le field, eh bien, vous arrivez à le fumer, derrière ça va être très compliqué puisqu'il y a beaucoup de follow-up qui va rester au cimetière et ça peut repartir très rapidement. En plus de ça, le deck il peut se targuer de jouer des free spots qui sont relativement forts, et notamment Impulse, qui pour moi va être l'une des cartes les plus importantes de ce prochain format. Donc les decks qui peuvent jouer Impulse vont être nécessairement plus hauts qu'habituellement. Alors après, évidemment, certes, le deck il a des problèmes, hein, il est vraiment pas parfait, il y a des choses qui l'empêchent d'être littéralement le meilleur deck incontesté, notamment le fait que les gens sont énormément préparés face au deck, et qu'il y en a certains qui vont rentrer 6 à 9 cartes de side contre le deck, oui, 9 cartes de side, et donc du coup que ça peut être assez compliqué, notamment face à cette Lancea qui en go first est d'ores et déjà embêtante, même si on peut essayer de tournoter un petit peu autour, mais en second ça devient très compliqué de tourner autour de cette Lancea. Et puis au-delà de ça, on a perdu quand même des cartes d'engine qui étaient vraiment intéressantes, avec la copie du terrain, la White Rabbit ainsi que la Dormouse, et donc du coup on peut avoir quelques tendances à brick ou à avoir des mains qui sont assez faibles. Malgré tout ça, évidemment, pour moi, Malice Ignister, c'est le meilleur deck, ou bien à minima dans les 2 meilleurs decks de la méta, et je m'attends à le voir très bien représenté au CDF1. Mais ce n'est pas le seul deck que je vais mettre dans les best decks, il y a un deuxième deck que je vais mettre, et ce deck ça va être Ryzeal Mitsurugi, qui est donc du coup pour moi la meilleure itération de Ryzeal maintenant. Je ne sais pas si ça sera le deuxième meilleur deck ou le meilleur deck, mais ce qui est sûr c'est que le deck il est vraiment incroyable. C'est un deck qui est explosif, qui a un excellent field, qui est proche de l'impassable, hein, si jamais tout se résout entre les Ryzeal et les Mitsurugi. On a accès à des interruptions qui sont en plus de ça layered, avec des parties qui sont au cimetière, des parties qui sont sur le terrain, donc c'est vraiment très fort. En plus de ça, on a un très bon grind, et au-delà de ça, les deux engines, que ce soit Ryzeal et Mitsurugi, peuvent bridge entre elles de manière très facile, par le biais donc bien évidemment des X64, notamment Feralimp et donc du coup le Duo Drive. Et tout ça, ça rend le deck vraiment très fort. Évidemment, il y a des problèmes avec le deck puisqu'il est faible à draw, et le fait de jouer beaucoup de cartes, en fait, des engine requirements qui sont pas forcément ouf à hard draw, ça fait qu'on a des ranges de main qui sont assez wide, et ça, ce sont les deux choses qui peuvent retenir un petit peu le deck. Malgré ça, je pense que c'est vraiment deux excellents decks, que ce soit Malice Ignister ou Ryzeal Mitsurugi, et je pense que ça va être ceux qui vont trust le plus de place dans les tops durant les différents championnats nationaux. On va rester dans Malice puisque on va parler d'une nouvelle variante de Malice, en fait, une variante qui a été notamment jouée énormément lors de la post-ban mais également pré-ban. Il y a des joueurs qui estimaient que c'était la meilleure version de Malice. C'est Malice Finsmith que je vais mettre en tant que méta contender. Alors je m'explique, j'estime que les cartes Malice sont probablement l'une des meilleures engines actuellement. Ça permet de mettre en place des interruptions qui sont très fortes. Lorsque l'on joue Malice Finsmith, on fait un petit peu tomber le ceiling, ou du moins de la partie Malice, puisqu'on va pas forcément mettre le board impassable de Malice, mais le côté positif, c'est que l'on va avoir une meilleure résilience, notamment à Lancea, qui est l'un des gros problèmes du deck, mais également aux Chaos Hunter qui peuvent ennuyer, qui peuvent rentrer dans certains side decks. Je le place tout de même, ce deck, en dessous de Malice Ignister, parce que j'estime que la meilleure version, et de loin, ça sera Malice Ignister. Ceci étant dit, Malice Finsmith, je pense que c'est un très sérieux méta contender. Alors, il a bien évidemment des défauts. Le problème, c'est que bien qu'on joue mieux sous Lancea, on va avoir des soucis quand on n'a pas accès aux Malice, puisque les deux engines ne bridgent pas entre elles. Les Finsmith ne vont pas permettre d'avoir accès aux Malice, et ça c'est problématique, d'autant plus qu'avec la limitation des names, on va avoir des mains où on va pas avoir accès aux Malice, et quand on n'a pas les Malice, on se retrouve juste avec un deck Finsmith, et je vais pas vous mentir, c'est pas ouf. Le fait de jouer les Finsmith, ça donne en plus de la value dans le mirror face à la White Binder de l'adversaire, et ça c'est tout ce qu'on veut éviter, parce que normalement cette White Binder, elle est pas censée nous faire mal quand on joue Malice. Et le deck suivant dont on va parler, c'est un deck qui a reçu du support dans la dernière extension, dans Aline, et du très bon support. Il s'agit bien évidemment de White Forest, que je vais placer en tant qu'outsider sérieux,
puisque pour moi, ce deck-là a les armes pour se battre contre les meilleurs decks de la méta. Il a un très bon Go First, avec un field qui est proche de l'impassable. Le support est vraiment très intéressant parce qu'il lui donne différents tools, et notamment cette nouvelle Synchro Snake Eye qui est dans l'extra deck, Synchro 12, et qui va permettre en effet rapide de placer les monstres en zone magie piège, ce qui est, je trouve, une interaction qui est très forte. Mais le deck, il a quand même des problèmes qui l'empêchent d'être un réel méta contender, comme par exemple Malice Finsmith. C'est déjà son Go second qui est relativement faible. Malgré son support, on n'a pas résolu ce problème-là. En Go second, on va avoir des two-card combos qui vont généralement faire du moins dans notre main, même si on a des effets de cartes au cimetière, bah, ça reste quand même pas terrible, d'autant plus qu'on va donner beaucoup d'informations sur notre main à notre adversaire avec les discards. Et puis au-delà de ça, on a un nombre de briques qui est assez monumental dans le deck. Alors les joueurs White Forest vont dire non, ce ne sont pas des briques parce que ça a des effets, mais ça reste des cartes que vous voulez pas spécialement open, ça reste des pièces de combo qui sont bien meilleures dans le deck que dans la main. Et puis enfin, il y a une carte qui est très problématique, qui pour moi va être énormément jouée dans le prochain format, ça va être Droll, qui va être présent pour les Rising Mitsurugi, et White Forest en fait les frais, puisque le Droll c'est littéralement un FTK quand vous jouez le deck, vous n'avez pas la possibilité de déployer votre field, puisque vous allez énormément ajouter depuis le deck à la main. Et pour ces raisons-là, je pense que ça reste un outsider sérieux, c'est possible de faire de très bonnes choses sur une très bonne run, mais ça n'a pas la consistency pour être un méta contender réel. Et le deck suivant dont on va parler, c'est un deck qui vient de sortir, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt sur la chaîne, et c'est Regenesis. Alors là, c'est couplé au Kashtira. Alors le deck, je l'adore, il est super cool, les cartes sont magnifiques, et je vais probablement vous le jouer en stream. Le problème, c'est que le deck ne fait pas grand chose, et qu'en plus de ça, il a des gros problèmes avec des ranges de main qui sont extrêmement wide, et donc ça c'est problématique, parce que on ne va pas pouvoir se battre contre la méta, et pour ces raisons-là, je vais tout simplement le mettre dans le tiers le plus bas en side events matériel. Et le deck suivant dont on va parler, ça va être un deck qui a terrorisé le précédent championnat de France, puisque ces monstres pouvaient littéralement vous OTK, après vous êtes fait foudroyer votre board par de nombreux non-engine type Raigeki et Trou Noir. Il s'agit bien évidemment de Tenpai Dragon, qui était un deck qui était extrêmement oppressant. Alors le deck, bien qu'il ait perdu de l'engine, bien évidemment, il a toujours le facteur surprise, parce que les gens s'attendent pas du tout à ce que vous jouiez Tenpai. Le bon côté, c'est également que ça peut jouer les Charmies en main deck, et donc ça, c'est bien évidemment un avantage indéniable, puisque lors de la game 1, vous allez toujours avoir cet effet de surprise, et le fait de pouvoir jouer dans des semi-boards, ce qui va rendre l'OTK beaucoup plus facile. Et puis, il y a également un troisième argument qui est plutôt cool, c'est que le deck joue Impulse, et comme je vous l'ai dit plus tôt, Impulse, je pense que ça va être une carte qui va être très importante dans le prochain format. Malgré ça, ça demande vraiment une god run, je pense, de réussir avec ce deck, parce que le deck, il manque de stabilité, et puis vous avez toujours le problème du si votre adversaire connaît votre deck, il peut vous faire go first, et s'il vous fait go first, j'ai aucun doute sur le fait que les meilleurs decks du format, comme Malice Ignister ou comme Rising Mitsurugi, ils atomisent votre board et qui vous OTK derrière. Et pour toutes ces raisons-là, je vais placer Tenpai dans beaucoup d'efforts pour top. Le deck, je pense pas qu'il soit complètement nul, hein, bien sûr, c'est possible de faire quelque chose avec, et peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont tirer leur épingle du jeu, mais je pense que ça va être très compliqué et qu'il faudra vraiment avoir une god run. Et le deck suivant dont on va parler, ça va être Blue Eyes Primite. Alors Blue Eyes Primite, c'est un deck qui est beaucoup apprécié des joueurs de manière générale, parce que bah ça, y a Blue Eyes dedans et tout, donc c'est plutôt cool. C'est un deck qui est solide en first, puisqu'il a l'opportunité de mettre un field qui est plutôt bon, et quoi qu'on en dise, je pense que le field, certes, il est passable, mais il est pas non plus ridicule. Il y a beaucoup de gens qui disent que Blue Eyes Primite ne fait pas un bon field. Je ne suis pas d'accord avec ces affirmations-là. Il y a des interruptions qui sont layered, il y a des interruptions qui sont diverses et variées, puisqu'il va y avoir des interruptions sur le terrain, mais également au niveau de la zone MP, ce qui est toujours appréciable. Et puis, le deck, il a énormément de free spots. Il va pouvoir jouer 17, 18 free spots. Il y en a qui trouvent le moyen d'en mettre plus. Moi, je pense que c'est bien de se limiter à 17 pour pas non plus enlever trop de cartes importantes dans l'engine. Et puis, au-delà de ça, le deck, il a quand même l'un des meilleurs grinds du jeu, ce qui est plutôt cool. Et il n'a pas de loose con absolu. Il a certes Nibiru qui va l'ennuyer, mais il n'a pas comme des Malice Ignister ou des Rising Mitsurugi, des Lancea ou des Drolls qui viennent totalement stopper le tour. Shifter a été limité, et donc du coup, on n'a plus vraiment ce problème dans la méta. Malgré ses avantages, il y a un gros problème, c'est que le deck, littéralement, il se repose
que sur les free spots en go second. Son go second est relativement faible. On va se baser sur l'interruption de l'adversaire pour essayer de jouer dans un non-board ou bien à la limite un semi-board. Mais un semi-board, ça peut quand même être difficile. Et en plus de ça, il a un nombre de briques pas possible. C'est-à-dire que vous avez quand même des dragons blancs aux yeux bleus dans votre deck. Et ça, vous êtes jamais heureux d'avoir ce genre de choses-là. Et pour ces raisons-là, je vais le mettre en tant qu'outsider sérieux. Le deck n'est pas mauvais, il est clairement bon. Mais il a ce petit drawback en fait qui va peut-être l'empêcher d'atteindre la victoire finale. Ceci étant dit, ça reste quand même un deck à surveiller de la même manière que White Forest. Le deck suivant dont on va parler, c'est le deck Mimighoul. Et là, ça va être très très rapide. D'une part, le deck, bon, il a certes des wincon, mais c'est pas folichon. Et puis surtout, dans le format, il va y avoir Impulse, qui va être une carte qui va être fantastique. Et le problème d'Impulse, c'est que derrière, ça vous empêche littéralement d'activer vos wincon. Donc on va gentiment le mettre dans Side Event Material et il va rester là. Le deck suivant, c'est un deck que j'apprécie beaucoup parce que j'ai fait ma run du championnat de France 2024 avec, mais malheureusement dans cette méta c'est trop compliqué pour ce deck. Il a la chance de jouer des cartes comme Purge ou comme Herald, et si Herald ça reste une bonne carte dans la prochaine méta, je pense que Purge c'est vraiment pas une très bonne carte, ça suffira pas à arrêter des decks comme Alice Ignister ou comme Raizal Mitsurugi. Au-delà de ça, il y a des problèmes de briques bien évidemment, et je pense que le deck est trop faible à l'heure actuelle, et c'est pour cette raison que je vais le placer dans Side Event Material. On va passer maintenant à un deck que j'aime beaucoup également, c'est le deck Crystron. Alors Crystron, que ce soit dans sa variante Kashtira, pure, avec les Terror Top, ça reste quand même un très bon deck pour moi. C'est un deck qui a un field qui est solide et varié, on peut avoir accès à des Omni Negate, des Negate de Magie Piège, des bans du cimetière, et ça c'est plutôt cool. Le fait que ça prenne pas les bestiales, c'est également une très bonne chose, et au-delà de ça, il a un grind qui est vraiment impressionnant. Donc pour ces raisons là, je pense que le deck est vraiment très bon. Ça pourrait être un méta contender. Le problème de ce deck là, c'est qu'il prend énormément l'une des interruptions les plus jouées dans le format, et cette interruption c'est l'Ancea. Ça devient très compliqué pour le deck de s'exprimer sous cette carte là, et on sait qu'il va y en avoir dans tous les sides, puisque on le sait grâce aux stats, c'est la carte qui est dans l'intégralité des decks, ou presque actuellement, devant même Ash Blossom. Et donc pour cette raison là, je ne peux pas mettre Crystron en tant que méta contender. Ça sera cependant un outsider vraiment sérieux. Un deck qui a eu son heure de gloire dans les années passées, mais qui malheureusement peine à s'en sortir maintenant depuis notamment les précédentes bans, c'est Branded Despia. Branded Despia, c'est un deck qui a une engine forte, qui peut toujours s'en sortir, entre guillemets, en arnaquant un peu des games sur la méconnaissance de notre adversaire. Le problème, c'est qu'on va énormément se reposer sur une carte qui est Branded Fusion, et qu'à l'heure actuelle, il va y avoir littéralement 6 H dans les decks de l'adversaire, puisqu'il y a les 3 H, ainsi que les 3 Impulses dont j'ai parlé, qui va être une excellente carte dans le format, et donc du coup ça va être très compliqué pour le deck de s'en sortir. En plus de ça, il a pas assez de line-up de non-engine, tout simplement, puisqu'on va jouer 3 à 6 free spots, et c'est juste pas assez pour pouvoir tenter de break des boards Malice ou Raizal Mitsurugi, et pour cette raison là, même si je pourrais le mettre dans beaucoup d'efforts pour top, je vais tout de même le mettre dans Side Event Material. Ça reste quand même pas un mauvais deck, mais le fait qu'il y ait 6 H dans le format, je trouve que c'est beaucoup trop. Un deck que j'aime bien, c'est le deck Labyrinthe, parce que c'est un deck qui joue les pièges, qui est quand même assez interactif, parce qu'on va jouer sur le tour de l'adversaire avec les fournitures. Ce qui est cool dans ce deck, c'est qu'on a la possibilité de jouer Impulse, et je vous ai dit, c'est une carte qui est très forte. Le problème, c'est que si c'est une carte qui est très forte, eh bien Impulse va également être joué contre Labyrinthe, ce qui fait qu'on va avoir 3 H plus 3 Impulse pour negate les Welcome et les Big Welcome et empêcher l'accès à l'engine, ce qui peut être problématique. Au-delà de ça, le deck, il va avoir beaucoup de mal à remonter les fields qui sont déjà établis, à moins de piocher une main qui est monumentale, avec des Daruma Canon, des Arias, des cartes qui permettent d'avoir accès à l'engine et tout, et du coup ça devient très compliqué pour Labyrinthe de s'en sortir dans cette méta là pour tenter de remonter des fields, et pour cette raison là, malheureusement, je vais également mettre le deck dans Side Events Material. Alors, ça veut pas dire que le deck est incapable de faire des choses, mais ça va être très, voire trop compliqué de s'en sortir, malgré le récent top de notre ami Labyrinthe ONA. Le prochain deck, c'est un deck qui nous a tous surpris, je pense, c'est le deck Fire King, qui vient de remporter 2 events. Alors c'est Dinka évidemment qui a permis à ce deck d'avoir ses lettres de noblesse, puisqu'il a réussi à remporter le YCS Birmingham, mais également le French Open avec le deck, dans 2 formats qui sont différents, et on peut dire que le deck, il fait quand même énormément de choses. La première chose positive, c'est qu'il a accès à Impulse, ce qui est plutôt cool,
Il va avoir accès également à beaucoup de removal, ce qui est très très fort notamment contre Malice, puisque on va vouloir enlever les bodies, mais surtout enlever les liens cyber, s'invoquer spécialement de l'extra deck ce tour pour empêcher d'avoir accès aux extenders que sont Backup et Wizard. Et donc du coup, ça c'est très très fort, puisqu'on veut empêcher notre adversaire de monter sur sa lien 3. Au-delà de ça, on a également la possibilité de dodge les interruptions targetées avec le Kirin, hein, vous le connaissez. Et on va pouvoir forcer les interactions avec notre adversaire. Si on est meilleur que notre adversaire, on va donc pouvoir prendre l'avantage sur lui. Le problème du deck, c'est que il va avoir une certaine tendance à pas avoir des mains optimales, on a des cartes qu'on veut pas avoir dans sa main, et on va du coup être obligé de jouer des pots pour essayer de stabiliser un peu tout ça. Et puis au-delà de ça, c'est un deck qui est très dur à jouer, car il demande une maîtrise de ses interactions parfaitement, mais il demande également une maîtrise de la méta parfaite, et ça c'est pas forcément donné à tous les joueurs. En soi, je pourrais mettre ce deck dans beaucoup d'efforts pour top, parce que ça demande en fait une connaissance qui est quasi parfaite de l'intégralité de l'écosystème de la méta, mais de par sa strong engine et le fait que vraiment il soit capable de faire de très bonnes choses pour peu qu'il soit mis entre les bonnes mains, je vais quand même le mettre dans Outsider sérieux, et on verra au championnat de France s'il y a des joueurs qui arrivent à faire de l'or à partir de ce deck là. Un autre deck que j'apprécie énormément, c'est Tearlament. Tearlament, c'est un deck de fou, mais malheureusement depuis les différentes bans successives, avec la dernière ban de Béatrice là récemment, il y a eu trop de coups qui ont été portés au deck. Je pense qu'il est extrêmement inconsistant dans ce qu'il est capable de faire. On va parfois atterrir sur des fields qui sont vraiment bons, et parfois sur des fields qui sont littéralement faméliques, voire zéro interruption, et surtout on a du mal à s'en sortir face à une accumulation de end-trap de la part de notre adversaire, à moins d'avoir une God End, et ça c'est quand même extrêmement problématique. D'autant plus que les nouvelles versions, notamment les versions à 60, elles se prennent drôle de fou, parce qu'on va énormément aller tuto entre les cartes Horus, les cartes Finsmith, mais également de manière générale les spells et traps Tearlament, et donc pour toutes ces raisons là, ça va atterrir dans Side Event Material. Je suis vraiment désolé pour les joueurs Tear, mais le deck il est pas bon actuellement. On va maintenant passer à un deck qui était très bon lors du début de saison, c'est Yubel Finsmith, qui était vraiment excellent, le meilleur deck probablement lors du YCS Lille. Maintenant, malheureusement, il fait toujours des bons boards, il a un bon go first. Le problème, c'est qu'il va pas forcément très bien passer au travers des interruptions, du moins quand on l'assomme d'interruptions, ce qui est le cas dans ce format-là, puisque je pense qu'il y aura beaucoup de free spots disponibles dans les decks. Et puis, il s'en sort relativement mal face aux différents Charmies. Et donc, pour ces raisons-là, Yubel Finsmith, je vais le placer dans beaucoup d'efforts pour top. Le deck suivant, on peut le placer littéralement, plus ou moins avec Yubel Finsmith. Je vais le mettre tout de même un petit peu devant, mais c'est plus ou moins la même chose. Ça va demander beaucoup d'efforts pour top. Ça risque d'être compliqué face à la méta actuelle et face aux free spots qui sont joués. Le deck suivant, c'est Voiceless. Voiceless, c'est un deck qui a jamais été excellent, qui a été parfois bon, correct, on va dire, notamment lors de la méta du dernier championnat de France, mais ça a jamais été folichon. Et actuellement, c'est pas mieux. Ça va probablement se faire fumer par les différents free spots qui vont être joués par les adversaires. Ça n'a quasiment aucun moyen de remonter des fields de Malice Sinister ou bien Raizil Mitsurugi, et pour ces raisons là, je vais le placer dans Side Event Material. Je le vois absolument pas plus haut que ça. Le deck suivant, Centurion Bestial, c'est un deck qui a été popularisé notamment au moment de l'arrivée des Charmies et de Fuvalos, parce qu'on s'est dit que ça jouait plutôt bien sous Fuvalos, que ça jouait correctement sous le shifter de Tenpai, mais actuellement on se rend compte que ce deck là il fait pas assez, tout simplement. Il va faire des choses plutôt correctement, mais pas assez bien, et surtout il va mourir au travers des nombreuses interruptions qui sont dans le format. Il va pouvoir passer peut-être au travers d'un free spot, voire de deux si on a les bons extenders, mais il passera jamais au travers de 3 free spots, ce qui est problématique. Le field qu'il met en place n'est pas assez imposant, et il ne va jamais remonter un field établi. C'était déjà sa faiblesse à l'époque, c'est encore plus sa faiblesse maintenant, et pour cette raison là, je vais placer Centurion Bestial dans Side Event Material. Et le deck suivant, c'est de nouveau un deck trap, mais cette fois-ci un deck qui est sorti récemment. Il s'agit de Odion et sa variante Odion Finsmith. Alors c'est un deck qui est intéressant parce qu'il va se baser sur des interruptions qui sont principalement au niveau des zones magie piège, et normalement les free spots des joueurs ne sont pas spécialement adaptés à cette éventualité là. Le problème de Odion, c'est que ce deck là va
quand même s'exposer aux free spots qui sont joués, avec notamment les haches qui peuvent être problématiques lorsqu'on va essayer d'avoir accès à l'homme à la marque. Et puis, lorsque l'on joue la variante Finsmith, on va avoir encore plus d'interruptions qui vont venir nous embêter, avec toujours les haches, il y a également les impulses, et ce genre de cartes-là qui vont être présentes dans la méta. Et puis, au-delà de ça, je pense que Audion Finsmith, ça a un go second qui est très compliqué, voire inexistant. C'est quasiment impossible de s'en sortir face aux fields qui sont réalisés actuellement. Et de surcroît, si les joueurs sont préparés et qui savent ce que le deck fait, qui est pour l'instant en fait son plus grand avantage, c'est que les joueurs ne savent pas spécialement ce que ça fait. Mais s'ils le savent, je pense que le deck ça va être très compliqué de faire un bon résultat avec. Ça peut certes top, mais je le vois pas du tout avoir la victoire finale. C'est pour ça que je vais le placer dans beaucoup d'efforts pour top. On va passer à un deck qui joue également des pièges, c'est Trou Draco qui a eu du support récemment. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu mets Trou Draco? C'est parce qu'on me l'a demandé récemment dans mon chat et donc du coup ça me dérange pas de le mettre juste ici, voilà là dans Side Event Material, c'est très bien, impeccable, parfait. Et le prochain deck dont on va parler, c'est un deck qui vient d'avoir du support, c'est le deck Mitsurugi mais cette fois-ci pur, pas dans sa version Ryzeal. Le deck Mitsurugi pur, il est intéressant parce qu'on va avoir accès à une line-up de non-engine qui va être un petit peu meilleure étant donné qu'on va avoir la possibilité de jouer Impulse. Et Impulse, je ne fais que de vous en parler, c'est parce que la carte, elle est vraiment bien dans ce format-là. Et le fait de pouvoir la jouer, c'est un énorme plus pour le deck. Au-delà de ça, on va mettre en place des interruptions qui sont quand même sympas. Ceci étant dit, le ceiling est bien moins important que dans Ryzeal Mitsurugi. On va pas mettre en place un field qui va littéralement FTK l'adversaire. Là, cette fois-ci, c'est remontable. Mais, on a l'avantage d'avoir ces Impulses qui sont plutôt cool. On reste quand même hit par Droll, ça reste quand même assez ennuyeux, même si on a la possibilité de déclarer ses quick spells par exemple en draw phase pour essayer de limiter la casse, et ça c'est également un problème. Pour toutes ces raisons-là, je vais placer le deck Mitsurugi dans Outsider sérieux, c'est pas non plus un méta contender, mais ça reste un solide choix quand on voudra aller au CDF avec un deck correct. Le deck suivant, il vient d'avoir un super ajout puisque Circular a été déban pour le deck Matmech. Malheureusement, le deck Matmech, je pense quand même qu'il reste encore trop faible, il fait assez peu de choses et malgré sa possibilité qu'il a d'OTK et de mettre en place sa fameuse super factorielle, je pense que le deck il est juste pas assez strong actuellement. À moins de s'appeler Junior ou Raiden, vous allez rien faire avec le deck et donc du coup je vais le placer logiquement dans Side Event Material. Le deck suivant dont on va parler, il a gagné pas mal de choses ces derniers temps et c'est le deck Memento. Alors le deck Memento il est très fort évidemment puisque c'est un deck qui est puissant, qui a un field avec des interruptions qui sont layered, avec donc des interruptions en zone MP, avec des interruptions monstres dans le cimetière mais également dans la main, ce qui est incroyablement strong. Il a la possibilité en plus de dodge les interruptions targeté et il passe bien au travers des interrupts de manière générale, d'autant plus que les gens ne le connaissent pas, ce qui est très fort lorsque l'on rentre dans un tournoi comme le CDF. Plus de ça, on a la possibilité, cerise sur le gâteau, d'OTK très facilement, et pour ces raisons-là, je pense que le deck il est vraiment très fort. Il a des problèmes, parce qu'il a des first steps qui sont assez fragiles, et il n'a pas reçu de support comparé à Malicignister et Ryzeal Mitsurugi, donc du coup, il y a un petit écart en gros qui va s'agrandir quand même avec ces deux decks-là, et puis son problème c'est également qu'il joue pas autant de free spots que les decks précédents, et donc ça va être assez compliqué d'interrompre des sur-engines entre guillemets comme Malicignister et comme Ryzeal Mitsurugi. Le deck il a quand même des avantages qui sont indéniables, ceux que je vous ai énoncés, et puis également le fait de pouvoir passer assez bien au travers des molds charmiques, ça reste quand même relativement correct, on peut jouer sous, et pour toutes ces raisons, je vais placer ce deck en méta contender, et je vais le mettre là, au devant d'autres decks comme Crystron, White Forest, etc. parce qu'il a réussi à obtenir des résultats récemment, et il faut quand même reconnaître le fait que ce deck fonctionne très bien en ce moment. Le prochain deck, c'est un deck qui a été popularisé par notamment Joshua Schmidt, et il s'agit de Kashtira Finsmith, qui était un excellent deck à l'époque, qui surprenait beaucoup. Malheureusement, actuellement, bien que Unicorn soit une carte qui soit très forte contre les decks, et ça l'a toujours été, je pense que le deck fait tout simplement trop peu, et qu'il va avoir beaucoup de difficultés à passer au travers même des semi-boards, et pour ces raisons-là, je vais le placer dans beaucoup d'efforts pour top. Je pense que c'est possible de faire un bon résultat avec Cash Finsmith, mais ce n'est plus le deck que
c'était, et ça reste un petit peu l'ombre de lui-même. On va passer maintenant à Blue Eyes Invoked, qui pour moi est une version juste bien moins bonne de Blue Eyes Primite. Ici, on va choisir de jouer avec des Alistair, etc. Le problème, c'est que le deck est assez sensible aux interruptions, que les bridges naturels ne sont pas aussi bons, je trouve, qu'avec Fiendsmith, et qu'on perd un petit peu avec la notion de grind. Le bon côté, c'est qu'on peut certes se protéger de Nibiru, mais malgré ça, je pense que le deck est juste pas assez puissant, et pour moi, il est à réserver pour les side events. Et le deck suivant dont on va parler, c'est un deck que j'apprécie beaucoup, c'est le deck Primite Fiendsmith, que j'ai énormément joué sur le format précédent, donc avec Malice et Ryzeal qui était au top, que j'ai également joué chez Zul quand je suis passé il y a quelques semaines. Et ce deck là, il est vraiment très très bon parce qu'il a un excellent grind game, il a accès au Primite, donc il a accès à la Drill Beam qui est une très très bonne carte. Le problème, c'est qu'il va jouer des briques et qu'il a une propension à toucher ses briques qui est assez problématique. Donc du coup, on est un petit peu dans la situation de Blue Eyes White Dragon. Le problème également, c'est que si on ne touche pas les Primites, bah le deck il est pas très bon, parce qu'on doit jouer uniquement avec des Fiendsmith, et Fiendsmith Control, je pense que c'est pas forcément très très bon dans le format à venir. Il y a également un autre problème, c'est qu'on a parfois des conflits de normes qui font qu'on se retrouve avec des mains qui sont extrêmement faibles, avec de l'accumulation d'engine. Le deck, il a certes des défauts, mais il reste quand même super agréable à jouer, et il peut faire des bonnes choses si on open des mains qui sont correctes, c'est-à-dire les Primites et les Fiendsmith, les deux engines. Mais je vais pas le mettre plus haut que beaucoup d'efforts pour top, parce que pour moi ça va être très très compliqué de faire un bon résultat et même de gagner le tournoi avec la range des mains qui est bien trop wide. Le deck suivant c'est Chimera, qui est un deck qui a été énormément joué notamment par Walid Benabès en France et qui le joue extrêmement bien. Le problème c'est qu'il faut être aussi bon que lui pour réussir à faire des résultats avec. En gros Chimera ça va avoir un très bon first, avec même la possibilité de mettre en place des floodgates qui sont extrêmement ennuyeuses pour l'adversaire. Le problème c'est qu'on va avoir un go second qui va être compliqué parce qu'on n'a pas assez de free spots qui sont de qualité avec les dernières versions qui ont beaucoup d'engine requirement, et on a également un problème face à Droll qui va être, comme je vous l'ai dit, présent dans énormément de sides, voire même de main deck puisqu'il s'agit d'un championnat de France pour contrer Ryzeal Mitsurugi. Et étant donné qu'on a cette faiblesse en go second, mais également cette faiblesse à Droll, je pense que le deck, il va malheureusement être dans beaucoup d'efforts pour top, et je vois pas spécialement un joueur autre que Walid faire un bon résultat avec ce genre de deck. Le deck suivant c'est Snake Eye Fiendsmith, qui est un deck qui a fait un très bon résultat au précédent French Open avec un X2. Malheureusement je pense que le deck il est quand même plus que l'ombre de lui-même, on a la possibilité de faire des choses, notamment d'OTK assez facilement avec le deck, mais ça fait pas non plus énormément, d'autant plus qu'on joue assez peu de free spot lorsque l'on joue la version qui a été notamment popularisée lors de ce French Open, et pour ces raisons là je pense que ça va avoir beaucoup de difficultés à remonter les fils de Malice et les fils de Ryzeal Mitsurugi. Donc pour moi, le deck, il est juste bon pour les side events et pas plus. En revanche, un deck que je considère énormément, il s'agit de Mermail. Mermail, vraiment, c'est un deck qui est incroyable, je trouve, malgré la ban récente. C'est un deck qui est puissant en go first, qui passe relativement bien au travers des interruptions, qui lorsqu'il met en place sa wincon, bah va tout simplement vous FTK parce qu'on a accès à la statue barrière, on a également accès à des choses qui sont très très fortes comme la possibilité de check des zones privées, la main de l'adversaire avec des cartes comme Minstrel, de discard des cartes de sa main avec le Moulin Glacia et puis également de lui en bannir avec le Trishula le cas échéant. On a également la possibilité de jouer des cartes comme Impulse, Impulse qui est une carte qui est très très forte dans le format, et cerise sur le gâteau, on ne prend pas les bestiales, donc ça c'est incroyable. En Go 2, le deck, c'est l'un des meilleurs Go 2 du jeu, notamment avec la possibilité d'avoir accès à Poséidra, qui va pouvoir gérer une carte sur le terrain de l'adversaire, et derrière, pouvoir envoyer donc soit des Axial Engine, soit Infanterie pour gérer une deuxième carte sur le terrain de l'adversaire, et ça, c'est insane, c'est vraiment giga strong. Le problème du deck, c'est que d'une part, il va prendre Droll très très fort, ainsi que les Mud Charmy. Alors on a le play avec Selakant, mais c'est relativement fragile tout de même. Et puis le deck, il est vraiment Glass Cannon, c'est-à-dire que si lors de votre tour 1, vous n'avez pas la possibilité de FTK votre adversaire, il n'y aura pas de tour 3 pour vous. C'est-à-dire que c'est terminé après, vous n'allez pas voir votre tour, ça va être trop compliqué de repartir, même si vous le voyez, parce que vos ressources, elles auront d'ores et déjà été utilisées, et que le deck, il joue à partir de tout carte combo, à moins d'avoir spécifiquement accès à Neptabis. Et puis il y a une faiblesse qui est vraiment importante, notamment pour un championnat de France, c'est la faiblesse de brick, parce que le deck il a une tendance à être bricky et à open des mains qui sont injouables, et ça, sur un nombre de rondes comme le championnat de France, je pense que ça va être un trop gros problème pour le mettre en méta contender malgré toutes ses forces. Mais ceci étant dit, je pense que c'est un deck qui est un outsider qui est relativement sérieux, et donc je vais le placer juste à côté de White Forest.
Nouveau deck que j'ai joué et que j'adore vraiment, c'est Life Twin, cette fois-ci couplé avec sa variante Fiendsmith, qui a reçu donc récemment du support depuis Alliance Insight. Le support, ça va être Kissikil Deal ainsi que Lila Sweet, qui sont deux très très bonnes cartes et qui rendent le starter Kissikil vraiment très très fort puisque ça passe très bien au travers des interruptions. Au-delà de ça, il y a un bridge qui est naturel avec les Fiendsmith puisqu'il s'agit de Light Fiend, donc vous allez pouvoir partir sur votre Requiem relativement facilement, ce qui est plutôt cool quand on a la possibilité de faire ça. Le problème, c'est que le deck, il va vraiment toujours prendre Nib, ça a toujours été son souci. Maintenant, il peut quand même s'en sortir et faire des petits trucs sous Nib, notamment continuer avec l'engine Fiendsmith, mais ça reste quand même un gros coup dans la stratégie Life Twin. Et puis au-delà de ça, il y a les Charmies qui sont présents, notamment le Fuvalos qui est un énorme problème pour le deck. Alors il y en a qui disent qu'on peut tourner autour de ce Fuvalos parce qu'on a la negate de suite. Le problème c'est que si on fait Norm Kissikil effet et que notre adversaire il attend la résolution pour pouvoir vous Fuvalos, vous l'avez dans le baba. Et là je peux vous dire bon courage pour faire un field correct sous ce Fuvalos sans que le mec draw 10 000. L'autre problème c'est qu'on a Binder dans le format et que donc du coup on va avoir les ressources qui vont être gérées au cimetière assez facilement, ce qui est problématique parce qu'une fois banni, on va jamais retrouver ses ressources. Et puis enfin, le Go second repose principalement sur les free spots, et ça c'est relativement problématique parce que d'engine, on va avoir beaucoup de mal quand même à break des fils, notamment des meilleurs decks que sont Malice Sinister et Razil Mitsurugi. Malgré les différents défauts dont je vous ai parlé, j'ai quand même envie de croire en le potentiel du deck, du moins en ce début de format, et essayer de le voir en tant que outsider sérieux, mais on verra au moment du CDF si ça s'est vraiment concrétisé, les espoirs placés en ce deck, ou bien s'il est malheureusement trop faible pour pouvoir faire quelque chose. Et puis les deux derniers decks dont on va parler dans cette tier list, ça va être des variantes de Ryzeal qui sont Ryzeal Fiendsmith et Ryzeal Pure, qui étaient énormément joués dans la méta précédente. Malheureusement depuis la ban, on a un manque de stabilité du côté de ces deux decks puisque l'on voit moins souvent ces Ryzeal. Alors du côté de Ryzeal Pure, on peut bricoler un petit peu avec notamment les Summon Stackion qui rendent le deck encore plus weak à roll, mais bon, dans tous les cas on est quand même obligé de trouver des solutions. Et puis du côté de Ryzeal Fiendsmith, le problème c'est que quand on voit pas ces Ryzeal, le deck ça devient du Fiendsmith Pure, et Fiendsmith Pure, c'est pas bon, c'est pas très bon, c'est pas exactement ce que l'on veut lorsque l'on joue ce deck là. Du coup, je vais les mettre dans le doute, ces deux decks là, dans des outsiders sérieux, avec un gros point d'interrogation pour savoir si oui ou non le deck va pouvoir trouver des adaptations et tenter de concurrencer les meilleurs decks que sont Malice Sinister et Ryzeal Mitsurugi. Et c'est sur ces deux derniers decks qu'on va terminer cette tier list. Alors je tiens à vous rappeler que c'est une tier list de début de format encore une fois, donc il n'y a pas de certitude vu qu'on n'a pas encore eu de gros tournois qui permettent de mettre en place les bases et les fondations du prochain format, mais ça vous permet quand même de voir de mon prisme comment est-ce que j'attends les choses pour cette nouvelle méta. Il y a des decks qui vont probablement descendre et des decks qui vont monter d'ici le championnat de France, mais ça vous permet d'avoir un premier avis sur la situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez dans tous les cas, parce que ça peut être super intéressant, d'autant plus sur ce genre de vidéos qui sont des tier lists subjectives. N'hésitez pas à me dire s'il y a des decks que j'ai tout simplement pas mis et que vous estimez bien voir figurer dans la méta. Si vous voyez certains decks plus haut, plus bas, c'est l'occasion d'échanger, de débattre et donc du coup de faire évoluer nos points de vue respectifs. Ce qui est bien, c'est que dès ce week-end, il va y avoir des tournois avec notamment le national autrichien qui va avoir lieu, et si jamais il est streamé, sachez que vous pourrez le retrouver recast sur ma chaîne pendant tout le week-end afin de voir quelles sont les premières choses qui ont été trouvées par les différents duellistes et quelles sont les tendances dans la méta. Ceci étant dit, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de préparation pour le championnat de France. Comme je vous l'ai dit, on va faire des vidéos très régulièrement, mais également des streams assez souvent. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao les kids.